En 2008, un crime de haine déguisé en crime d'honneur a eu lieu en Turquie et a choqué certaines personnes de la communauté locale. Et je dis seulement quelques personnes parce que, malheureusement, beaucoup pensent que la victime est responsable de sa propre mort simplement parce qu'elle était homosexuelle. Ahmet était un homme turc de 26 ans qui voulait simplement être heureux. Mais les personnes qui auraient sauront dû prendre soin de lui et le protéger ont décidé que l'honneur de la famille était bien plus important que son propre bonheur. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire d'Ahmet Yildiz. C'est une adaptation de la chaîne de Gisèle Yudis, dédiée à relater des crimes survenus surtout en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, y compris des crimes d'honneur. J'ai beaucoup parlé de Gisèle sur la chaîne car nous nous connaissons depuis des années, et son contenu est excellent. Mais aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Nous ne nous étions jamais rencontrés avant aujourd'hui, car elle visite l'Irlande en tant que touriste et est venue me voir. Et bien sûr, il était impossible de ne pas l'inviter à être présente ici, sur le plateau de l'Archive. Mysterio, viens ici. Les amis, j'adore être ici, tout va bien. Tout va bien? On s'est vu aujourd'hui, Eita. Ça fait 2 jours. Cela fait 2 jours, prenons enfin une photo. Aujourd'hui, on prendra une photo et enregistrera un podcast. On va enregistrer un podcast. La vidéo sortira après la mise en ligne du podcast, non ? En fait, je vais enregistrer avec elle. Toi, tu vas en enregistrer 2. Parce que on va enregistrer sur les crimes. Celui-là va être enregistré. Je ne sais pas quand il sortira. Et aujourd'hui, elle va enregistrer avec... Avec Andy Santos, mon ami de Cappadoce qui est ici derrière la caméra. Je suis là, dis bonjour. Oh les amis, je suis cachée ici. Oh, j'adore. Donc ça va être super sympa. Les amis, suivez aussi le podcast. Après, si vous regardez, vous pouvez déjà y aller. C'est déjà enregistré, n'est-ce pas ? C'est sur sa chaîne. Sur sa chaîne. Concernant l'affaire d'aujourd'hui, les amis, vous qui suivez Dossier Mystère, voyez que j'adapte parfois des scénarios de la chaîne de Gisèle. Parce que je trouve les affaires incroyables. Surtout vraiment incroyables. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Absurde et sarlassant, mais la façon dont elle les aborde, je trouve ça incroyable. Donc je demande toujours l'un ou l'autre pour pouvoir les adapter et les présenter ici, sur la chaîne. Dossier Mystère. Et on s'est rencontrés lors de la première affaire, avec l'affaire de Jessie MeToo. Je crois que ça fait environ 3 ans. Et c'est un partenariat, puisque ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Déjà, depuis des années, déjà. Depuis des années, nous sommes restés en contact. J'ai 3 ou 4 ans et c'est la première fois qu'on vient ici, qu'on se voit, on est heureux, n'est-ce pas ? Je suis super heureuse d'être ici en Irlande. Je suis assise sur le canapé, et si vous ne l'avez pas remarqué, ce canapé ici, on a le même. Le canapé. Le même canapé, presque le même décor. Chaise au travail aussi. En Irlande, en Turquie aussi. Regarde, c'est génial. J'adore, mais écoute, merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation de venir ici. Là, c'est moi qui ai adoré, vraiment. J'ai adoré le rencontrer en personne. Beaucoup. Merci, vraiment. Merci, j'ai adoré. Je veux dire, pour eux, ma réplique... Voilà, les messages sont passés. Passons à l'affaire d'aujourd'hui. Ahmet Yildiz est né le 21 mai 1982 à Şanlıurfa, en Turquie. Ses parents s'appellent Yahya et Sidika Yildiz et il était leur seul fils. En plus de lui, il avait au moins une sœur. Certaines sources disent qu'il n'en avait qu'une, d'autres disent qu'il en avait plusieurs, mais cette information est incertaine et même sans importance pour l'histoire. On sait qu'il y en avait au moins une, car lui et l'une d'elles, une fois adultes, sont allés vivre ensemble dans une autre ville. Pendant de nombreuses années, toute la famille a vécu avec beaucoup d'argent car Yahya possédait une plantation de fruits qu'il vendait aussi bien au commerce local qu'à de grands clients en Russie. Ils étaient une famille traditionnelle en ce qui concerne le respect des comportements acceptés par la religion musulmane, en plus de suivre des traditions centenaires qu'ils considéraient comme normales. Famille asiatique conservatrice. Depuis son adolescence, Ahmet sentait qu'il avait quelque chose de différent en lui. Et je dis différent parce que c'est ainsi qu'il se reconnaissait. Quelque chose d'inhabituel. Ahmet était attiré par les garçons, et il savait que, pour sa famille, c'était complètement mal. Il a mis des années à comprendre que c'était normal chez l'humain. Mais il a été difficile de trouver l'équilibre entre vivre sa vie comme il le voulait, sans que ses parents et sa famille ne puissent le savoir.
Début 2000, après le lycée, il a déménagé à Istanbul et a vécu en appartement avec sa sœur. Leurs parents ont engagé une femme pour gérer leur appartement car ils étaient prendre loin de chez eux. Mais elle devait aussi garder un œil sur ce qu'ils faisaient à l'intérieur du logement. Même loin de leurs parents et déjà adultes, ils devaient suivre les règles et les bonnes manières imposées par eux, sinon cette gouvernante obtenait toutes les informations. À Istanbul, Ahmet a commencé des études de physique à l'université, où il s'est fait de nombreux amis. Tous ses amis racontaient que le jeune homme a toujours été une personne très appréciée et serviable. À l'intérieur de la maison, il n'a jamais évoqué son orientation sexuelle. Mais lorsqu'il était à la faculté ou en soirée avec des amis, il vivait toujours la vie pour laquelle il était traîné. En 2006, Ahmet a rencontré un homme appelé Ibrahim Khan, qui avait 10 ans de plus que lui. Ahmet avait environ 25 ans et Ibrahim 35. Avec le temps, les deux sont tombés amoureux et ont commencé à sortir ensemble. La relation est devenue de plus en plus forte, jusqu'à ce qu'ils en arrivent au point de planifier leur mariage, et ils voulaient se marier en Allemagne. C'était déjà en 2007 à cette époque. Il y avait déjà une loi où l'union civile entre personnes du même sexe était autorisée dans le pays, contrairement à la Turquie, où c'est interdit jusqu'à aujourd'hui. La loi sur le mariage civil en Allemagne n'a été légalisée que le 1er octobre 2017. Mais depuis 2001, l'Allemagne reconnaissait déjà officiellement les unions entre personnes du même sexe grâce à une loi appelée « Loi sur le partenariat de vie enregistré », ce qui s'apparente à une loi sur l'union civile, qui accorde des droits tels que l'héritage, la pension, l'assurance maladie, etc. Mais certains autres avantages, qui ne sont acquis que par un mariage civil, étaient encore exclus, comme les avantages fiscaux et le droit à l'adoption. Et ici, je vais faire une remarque sur à quel point c'est important. Parce que plus tard, cette situation de non-reconnaissance légale de leur mariage a fini par entraîner un problème assez grave qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, il voulait se marier en Allemagne, mais en même temps, Ahmet subissait la pression de ses parents pour qu'ils trouvent une petite amie, se marient et leur donnent des petits-enfants. Ils en sont même arrivés au point de dire qu'ils allaient trouver l'épouse idéale pour leur fils. Ahmet trouvait toujours des excuses, disant qu'il n'avait pas besoin de ça et que bientôt il trouverait la femme spéciale. Bien sûr, cela n'allait jamais arriver. Et comme cette pression devenait de plus en plus forte avec le temps, il a décidé de dire toute la vérité. Ahmet savait que ce ne serait pas une tâche facile, mais il avait du respect pour ses parents et il ne voulait plus cacher qui il était vraiment. Il voulait leur dire et en plus il espérait leur acceptation. À la fin de 2007, lors d'un appel téléphonique et avec beaucoup de difficultés, Ahmet a tout raconté. Il a dit qu'il ne se marierait jamais avec une femme, car il était gay, et qu'il était déjà en couple depuis longtemps avec un garçon avec qui il voulait vivre pour le reste de sa vie. Il a ajouté que si son père et sa mère n'étaient pas à l'aise avec ça, ce n'était pas grave, il comprendrait. Mais il a aussi dit de ne pas s'inquiéter de ce que les autres allaient dire, car il n'allait pas crier sur tous les toits qu'il était gay. Il était dans une autre ville et nul besoin que sa ville natale le sache. Le père n'a pas du tout aimé cet appel et, à partir de là, leur relation est devenue très tendue. Après cela, Ahmet a décidé de quitter l'appartement où il vivait avec sa sœur et il est finalement allé vivre avec son petit ami. Même après cette conversation, ses parents insistaient pour que leur fils se marie avec une femme. Ils sont même allés jusqu'à suggérer que leur fils retourne à Şanlıurfa pour consulter un psychiatre et se guérir de ce qu'ils pensaient être une maladie ou un trouble mental. Évidemment, Ahmet n'a rien accepté de tout cela. Il savait clairement que cette histoire de guérison gay n'existait pas. Et quand la famille a compris définitivement qu'il allait vraiment vivre cette vie, ils ont commencé cette fameuse étape que, malheureusement, nous connaissons déjà très bien. L'organisation du plan fatal pour laver l'honneur de la famille, l'exécution de leur propre fils. Au premier semestre 2008, Yahya continue de rendre la vie d'Ahmet infernale
en passant des appels cruels et même menaçants, laissant clairement entendre que, s'il continuait à vivre dans ce monde sale, il le tuerait lui-même. Ahmed et son petit ami se sont inquiétés et ont décidé d'aller au commissariat demander de l'aide. En arrivant là-bas, il a expliqué toute la situation et a demandé une mesure de protection, car il avait peur de perdre la vie des mains de son propre père. Il convient de souligner que nous parlons ici de la police turque, qui a béatiquement qui etc. est très bien préparée à faire face aux menaces au tas potentiel de crimes d'honneur, ce qui est évidemment interdit par la loi. Alors, ce que les policiers ont fait, c'est enregistrer la plainte, émettre la mesure de protection, envoyer le document au père dans la ville natale et commencer à enquêter sur l'affaire. Mais cela n'a servi à rien car Yahya a ignoré l'enregistrement de la police et a continué à passer des appels et à proférer des menaces. Ibrahim, par peur, a essayé d'avancer leur voyage en Allemagne pour qu'ils puissent se marier et y vivre une bonne fois pour toutes. Sauf qu'Ahmed était en dernière année d'université et a décidé de rester seulement quelques semaines de plus pour terminer sa licence. Il avait peur de son père, mais il pensait que quelque chose de mauvais ne pourrait lui arriver que s'il revenait un jour leur rendre visite, ce qu'il avait déjà décidé de ne plus jamais faire. Et il pensait aussi que personne dans la famille ne connaissait l'adresse de son nouvel appartement. Mais malheureusement, il se trompait complètement. Le 15 juillet 2008, Ahmed a passé toute la journée à étudier pour les examens finaux de sa licence. Et lorsqu'il fut à une certaine heure, là vers la fin de l'après-midi, il décida de descendre acheter une glace au marché. Ibrahim est resté dans l'appartement, Ahmed est descendu et s'est dirigé vers la voiture qui était garée près de l'immeuble mais en face d'un café. Ce que personne n'imaginait, c'est que son père, d'une manière ou d'une autre, avait trouvé l'adresse. Yahya a loué une Mercedes noire la veille et a conduit plus de 900 km jusqu'à Istanbul. Il s'est garé devant son immeuble et, une arme à la main, il a attendu pendant des heures et des heures que son fils apparaisse. Le fait qu'il ait loué une voiture était parce qu'il savait que, s'il venait avec sa propre voiture, Ahmed pourrait le reconnaître et s'enfuir. Ahmed, alors déjà dans la rue, se dirige vers la voiture. Mais avant qu'il ne puisse entrer, Yahya est apparu de l'autre côté de la rue et a tiré 5 fois sur son propre fils. Sur les 5 coups de feu, 3 ont touché la poitrine, un autre a atteint un mur et le 5e a touché la propriétaire du café, qui à ce moment-là passait devant la porte. Peu après cela, Yahya monte dans la Mercedes et s'enfuit des lieux. Ibrahim, présent dans l'appartement, a entendu tous les tirs. Et, en regardant par la fenêtre le mouvement dans la rue, il a vu la voiture d'Ahmed essayer de quitter les lieux et percuter plusieurs voitures autour d'elle. Parce que oui, il n'est pas mort sur le coup et complètement désorienté, il essayait de fuir son père. Le petit ami est alors descendu les escaliers en courant. Et en arrivant dans la rue, il tombe sur la voiture d'Ahmed, encastrée sur le côté d'une pharmacie, à seulement 10 mètres de l'endroit où tout s'est passé. Il ouvre la porte de la voiture pour l'aider, mais la seule chose qu'Ahmed a pu faire, c'est de s'accrocher à ses bras, regarder dans ses yeux. Et en quelques secondes, ce regard qui était autrefois plein d'amour est devenu un regard vide. Ahmed, à 26 ans, est décédé dans les bras d'Ibrahim. Comme je l'ai dit, dans cette situation, il y avait une deuxième personne touchée, la propriétaire de l'établissement, qui s'appelle Ummuhan Darama. Elle a survécu à la balle, mais dès que la police a commencé à enquêter sur l'affaire, aussi bien elle que eux ont soupçonné qu'elle était la cible, et cela a beaucoup compliqué le début de l'enquête. Ummuhan a été mariée pendant de nombreuses années à un homme avec qui elle a eu un fils, mais c'était un mariage uniquement religieux, et la Turquie ne reconnaît pas les mariages célébrés uniquement religieusement comme légaux. Les couples doivent se marier civilement pour avoir accès à tous les droits. Après un certain temps, ils se sont séparés et quelques temps plus tard, il est décédé. Avec cela, Ummuhan demandait en justice les biens de son ancien compagnon comme héritage pour son fils. Mais sa famille, qui était en possession de tous les biens, refusait tout accès à quoi que ce soit. Comme il ne s'était jamais marié officiellement, la famille a considéré le garçon comme un bâtard. Dans ce contexte, elle recevait de nombreuses menaces de la part de la famille, et Ummuhan n'a jamais cessé de se battre pour ce qui reviendrait de droit à son fils.
À noter que cet ex-mari était légalement enregistré comme le père du garçon. Mais comme tout s'est passé en dehors d'un mariage légal, la famille faisait tout pour qu'elle et le garçon ne reçoivent pas un seul centime de l'héritage. Il a fallu quelques jours pour que tout le monde comprenne qui était réellement le tireur et qui était réellement la véritable cible. Cela n'est arrivé que parce que Ibrahim s'est rendu au commissariat pour rappeler à la police qu'Ahmet avait une ordonnance restrictive contre son père. C'est alors qu'une vraie enquête a commencé. Mais entre-temps, le corps d'Ahmed avait déjà été libéré de la morgue, mais aucun membre de la famille n'est venu le réclamer. Même si le corps était prêt à être récupéré et enterré, personne ne s'est présenté. Vous vous souvenez que j'ai dit au début de l'épisode que le fait qu'Ahmet et Ibrahim n'aient jamais été légalement mariés civilement entraînerait un autre problème très sérieux? C'est ici que ce problème est survenu. Ibrahim n'avait aucun droit légal de réclamer le corps. En tant que simple petit ami, il ne pouvait rien faire. Il voulait juste récupérer le corps d'Ahmet pour au moins lui offrir des funérailles dignes, mais il en a été empêché. Ce qui restait à la police, après l'expiration du délai légal de réclamation, c'était de remettre le corps à l'État, pour qu'il soit enterré dans un cimetière communautaire comme indigent. Enterré dans un cercueil simple, sans pierre tombale, seulement du bois autour et son nom écrit à la main avec de la peinture blanche sur une plaque suspendue. C'est seulement là qu'Ibrahim a pu dire un dernier adieu à son amour. Un endroit où il a finalement placé une pierre tombale en marbre et qu'il entretient avec soin jusqu'à aujourd'hui. Et comme Ibrahim n'est pas un parent légal selon la loi, il n'a pas l'autorisation de demander le transfert du corps pour qu'il soit enterré ailleurs. Les restes d'Ahmet resteront très probablement au cimetière des indigents pour l'éternité. Pendant l'enquête, à l'adresse que la police considérait comme celle de la famille, personne n'a été trouvé. Il a fallu des semaines pour qu'ils parviennent à en retrouver certains dans une autre maison de la ville d'Adana, où seule la mère et les grands-parents étaient les présents. Tous avaient fui l'adresse d'origine et Yahya était porté disparu. La police a obtenu, grâce à son numéro de téléphone portable, des informations de l'opérateur téléphonique indiquant que Yahya se trouvait à Istanbul le jour du crime. Et c'était une preuve cruciale pour le considérer comme le seul suspect. De plus, il n'avait pas le droit de porter une arme, ce qui faisait de lui un suspect pour un autre crime. Avec tout cela, le 30 octobre 2008, ils ont réussi officiellement à émettre un mandat d'arrêt. Après cela, ils ont reçu l'information que Yahya était en Irak et, comme il se trouvait dans un autre pays, la police ne pourrait pas l'arrêter. Mais malgré cela, un procès s'était fixé. La première audience a eu lieu le 8 septembre 2009 et aucun membre de la famille de la victime, encore moins la mère, ne s'est présenté au tribunal. La seule témoin de ce procès était Anne, la propriétaire du café. Et il est important de le souligner ici, parce que cette femme a fait preuve de beaucoup de courage. Avant que le procès n'ait lieu, elle recevait des menaces de la part de plusieurs personnes qui soutenaient la défense de l'honneur et de personnes homophobes aussi. Elle recevait des appels et des lettres de menaces sur son lieu de travail, qui a aussi été attaqué par des tirs. Pendant la nuit, au moins l'endroit était enfermé et personne n'a été blessé. Mais elle a compris le message. Ensuite, elle a fermé la cafétéria et vendu le lieu à un nouveau commerçant qui a ouvert une supérette. Mais malgré cela, elle n'a pas cessé d'aller de l'avant pour témoigner de tout ce qu'elle a vu le jour du crime. Anne trouvait très injuste qu'Ahmet ait été assassiné simplement parce qu'il était qui il était. C'était une femme religieuse, d'ailleurs, elle a même enseigné le Coran à d'autres enfants. Et elle a toujours été catégorique en disant que tout ce qui s'était passé n'était en aucun cas protégé par la loi des hommes, encore moins par celle d'Allah. Dans le livre sacré, il n'y a aucune mention de prendre la vie de qui que ce soit au nom de l'honneur. Et malgré toutes les menaces qu'elle recevait, elle a continué pour témoigner en faveur de ce jeune homme qu'elle n'a jamais eu l'occasion de connaître. Anne mérite en effet toutes les ovations du monde. Après avoir entendu tous les témoins de l'accusation, le juge voulait entendre la défense et, comme Yahya n'était pas présent,
l'audience a été reportée. Depuis 2009, plus de 40 audiences ont été fixées et l'accusé n'a été présent à aucune d'entre elles. Il reste en fuite jusqu'à aujourd'hui. À l'époque où le crime s'est produit, 2 amis d'université d'Armey étaient en pré-production d'un film sur les Zeni Dancers, qui sont les danseurs de danse du ventre masculin. Cependant, avec la répercussion de l'affaire, ils ont décidé de réadapter tout le scénario pour inclure des références à Ahmet et à son petit ami. D'ailleurs, il y a des personnages dans l'histoire qui portent le nom des deux. Le film s'appelle Zeni Dancer et il est sorti en 2011. Avec le temps, l'affaire s'est essoufflée. Yahya, qui avait disparu, n'a jamais été retrouvé. Et ce manque d'ardeur dans la recherche du responsable est dû aux préjugés de la police elle-même, qui, bien qu'ils soient préparés à traiter les crimes d'honneur, comptent encore dans leur rang des officiers qui ont leurs propres préjugés. Et beaucoup d'entre eux pensent que la victime a mérité la mort simplement parce qu'il était gay. Exactement comme dans une autre histoire que j'ai déjà racontée ici sur la chaîne, celle d'Angin Temel, laquelle des caméras de surveillance ont enregistré le moment où il a été exécuté devant son propre immeuble, pour un crime dont personne ne sait exactement pourquoi il a eu lieu. Mais du fait qu'il était une personne pansexuelle puisqu'il sortait avec une femme trans, l'affaire a fini par être complètement oubliée par les autorités. Ibrahim n'a jamais oublié ce qui est arrivé à son ex-futur mari. Jusqu'à aujourd'hui, lors des marches lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, il apparaît toujours en portant une photo d'Ahmed et en réclamant justice.